Conflit israélo-palestinien. Quelques vérités qui s'imposent. Je suis Mendoza, pigiste voyageur. Je suis de retour pour vous emmener de nouveau à bord de l'Esperanza. Nous mettons le cap vers le nouveau monde, celui de l'information libre, sans tabou et des consciences éveillées. Rappelez-vous, en cette première quinzaine de mai, il ne s'était pas passé un jour sans qu'on ait vu dans les médias officiels ces images montrant le bombardement de la bande de Gaza par l'armée israélienne et des tirs de roquettes du Hamas. Une série de passes d'armes qui dure depuis des décennies et dont on ne sait si un jour on pourra trouver une issue. Quoique, un accord de cessez-le-feu entre Israël et le Hamas a été conclu pour une fin des hostilités le 21 mai. Un soulagement pour les deux camps, on va dire. Heureux de ne plus être sous le feu des tirs d'artillerie. Pour autant, les contentieux ne seront pas réglés d'ici là. Loin de là. Les Palestiniens habitant la bande de Gaza réclament toujours la levée des sanctions qui bloquent leur économie et l'arrêt des colonisations et des expropriations de biens immobiliers où des Arabes résident. Mais le gouvernement de Netanyahou semble ne rien vouloir lâcher de ce côté, malgré les pressions de la communauté internationale. Il faut dire que les colons qui grignotent petit à petit les territoires à Jérusalem-Est et aux alentours représentent une bonne partie de l'électorat du Premier ministre. Et forcé de constater qu'il n'ose pas se les mettre à dos, de peur de perdre sa majorité et son pouvoir, qui est déjà assez fragile, quand on sait toutes les difficultés qu'il a eues de trouver une coalition pour former une majorité à la Knesset. Quant au blocus de Gaza, il l'est depuis 2007. La raison de ce blocage ? Israël souhaite que les Gazaouis chassent le Hamas du pouvoir. Pouvoir qu'il a pourtant acquis de manière démocratique, puisqu'il a remporté le scrutin législatif de 2006, des élections souhaitées en grande partie par la communauté internationale, dont Israël bien sûr. Curieuse vision de la démocratie de la part de l'entité sioniste. Apparemment, il l'encourage chez les Palestiniens, mais seulement s'ils votent selon leurs desiderata. Problème. Le Hamas est classé comme organisation terroriste par Tel Aviv, mais aussi par Washington. Et ces derniers ont, à de multiples reprises, tenté d'évincer la mouvance islamiste du pouvoir à Gaza. Alors que Mahmoud Abbas, qui a les faveurs du gouvernement israélien, fait de plus en plus de concessions sur les droits fondamentaux des Palestiniens à Gaza, cette dernière est devenue une véritable prison à ciel ouverte, en plus de priver le peuple d'avoir une terre pour vivre dans un vrai pays, avec une constitution, une armée qui les protège et une économie qui leur permette de vivre. Et ça, seul le Hamas semble pouvoir se porter garant de tout ça. Et il se dit prêt chaque jour à poursuivre la lutte. Voilà pourquoi les Gazaouis, envers et contre tous, soutiennent le parti controversé. Ceci dit, il faut dire que ces derniers ne reconnaissent toujours pas la légitimité de l'existence d'Israël en tant qu'État, ou en tant qu'État juif. Et que ces derniers, pour se justifier de ces opérations meurtrières à Gaza, qui ont fait plusieurs de milliers de victimes en 2009 et en 2014, ils affirment que chaque bombe lâchée sur Gaza, c'est pour assurer la survie de l'État juif. Quand on voit l'arsenal militaire et nucléaire de l'État hébreu, comparable à celui d'un pays comme la France, alors que ce dernier est 7 fois plus peuplé pour une superficie 20 fois plus grande, on peine à croire qu'une population désarmée ayant des roquettes comme seul moyen d'attaque puisse menacer une puissance, une force destructrice comme Israël. Alors qu'entendent-ils par survie de l'État juif ? De multiples hypothèses peuvent être avancées, mais nous allons brièvement détailler l'une d'entre elles. Faisons un flashback et remontons à 2014. Quelques jours après le terrible assaut mené par Tsahal dans la bande de Gaza, Benyamin Netanyahou accorde un entretien à un journaliste français et tente de justifier son emprise militaire qui a fait plus de 1000 morts en 3 semaines dans les rangs palestiniens et très peu de victimes côté israélien. Et ce qui ressort de cet entretien est assez édifiant. En lançant des raids sur Gaza, le Premier ministre israélien se veut l'avant-garde du combat contre le terrorisme mondial. Il va même jusqu'à lancer, de manière assez sournoise, une mise en garde à peine déguisée aux Français, mais aussi plus globalement aux Occidentaux. En disant textuellement que ce combat n'est pas le sien, mais aussi le nôtre, que si cette peste du terrorisme, sous-entendu celui des Palestiniens, mais aussi, au sens plus large, celui du monde musulman, gagne chez lui, eh bien cette fameuse peste viendra bientôt chez nous, en Europe. Cette dernière phrase pourrait faire froid dans le dos. Indirectement, Netanyahou exerce une forme de chantage en contraignant l'Europe
à s'aligner de manière inconditionnelle à la politique belliqueuse de l'État hébreu, et ce, quoi que ça en coûte en termes d'image. Pour lui, nous allons droit vers un conflit de civilisation avec en point d'orgue la survie d'Israël, condition sine qua non de celle de l'Occident civilisé, des technologies du futur, d'un monde complètement dématérialisé, et d'où ces technologies proviennent aujourd'hui majoritairement d'Israël vers l'Europe, face au monde ancien, celui du monothéisme considéré comme dépassé, des barbares de l'Orient et réfractaires aux innovations actuelles. Pour illustrer ce propos, on pourrait mettre en lumière la gestion israélienne du Covid, érigée constamment en modèle par les médias mainstream. Ce modèle de séparatisme entre les vaccinés et non vaccinés, la volonté de créer une société à deux vitesses et du renforcement de l'emprise du système étatique sur l'individu, réduisant ses libertés comme peau de chagrin. Tiens, c'est exactement ce que subissent les Palestiniens depuis 70 ans. Et vu que la classe dirigeante européenne semble se ranger derrière Netanyahou, contrairement à l'opinion des peuples européens, plus enclins à soutenir les droits des Palestiniens en matière de droit, et le souverainisme et du souci des Israéliens à vouloir vivre en paix et en sécurité, tout en étant libres de leurs mouvements. On est à même à se demander si l'apartheid sera de nouveau mis sur le tapis comme façon de gérer le monde d'après. Et si, au bout du compte, dans les rêves de Netanyahou et de l'hyperclasse, les Européens de demain seraient les Palestiniens d'aujourd'hui. Je suis Mendoza, pigiste voyageur. J'ai été très heureux de faire un voyage avec vous à bord de l'Esperanza. Je vous donne rendez-vous pour un prochain voyage, pour le monde libre, pour l'information sans tabou et des consciences éveillées.